Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité est Jean Courtial, haut fonctionnaire qui a été chef de la mission de réflexion sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, qui a remis un rapport en 2014, un rapport qui revenait sur l'accord de Nouméa, signé le 5 mai 98, qui prévoyait au point 5 qu'une consultation des Calédoniens serait organisée au cours du 4e mandat du Congrès entre 2014 et 2018. Bonjour Monsieur Courtial. Bonjour. Alors aujourd'hui, on voit l'instabilité, la violence et le retour de cette confrontation en Nouvelle-Calédonie. Avant de commencer l'interview, je vais lire un passage de ce rapport qui expliquait que le destin commun des populations calédoniennes est l'horizon du processus de l'accord de Nouméa. Une formule de son préambule en fait la finalité ultime de ce processus qui lui donne tout son sens. Le passé a été le temps de la colonisation, le présent est le temps du partage par le rééquilibrage, l'avenir doit être le temps de l'identité dans un destin commun. Qu'est-ce qu'on a raté ? Bien, le destin commun, bien entendu. Bien entendu. Il faut peut-être resituer le travail que nous avons fait, vous venez de citer, entre 2011 et 2014 dans l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie, ce qui d'ailleurs permettra aussi de mieux comprendre le contexte, les enjeux de ce qui se passe actuellement. Le point de départ, ce sont les événements des années 1980 qui ont été des événements terribles. Il y a eu 73 morts. Alors, 73 morts, il faut le resituer sur une population de 200 000 habitants. Si c'est un rapport avec l'actuelle population française, ça donnerait, j'ai fait la règle de 3, ça donnerait 26 000 morts pour l'ensemble de 73 pour 200 000 habitants, c'est énorme. 26 000 pour 65 ou 70 millions d'habitants. Il y a eu aussi 1200 déplacés, c'est-à-dire des gens qui étaient contraints de quitter leur habitation pour aller ailleurs, ce qui correspondrait avec la France à 400 000 déplacés. Donc ça a été terrible et en 1988, peut-être devant l'horreur, devant la tragédie, il y a eu une prise de conscience. Le Premier ministre d'alors, cela est connu, Michel Rocard, a initié un processus de dialogue puis d'accords. On est abouti aux accords dits de Matignon-Oudinot, des endroits où ils ont été signés. Au bout qui nous revoyait 10 ans avant de statuer sur le sort institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. En 1998, les parties ont estimé qu'elles n'étaient pas prêtes. Il y a eu un autre accord qui a été signé, qui est le fameux accord de Nouméa, qui a été négocié et signé à Nouméa. Ben, vous voyez, 20 ans pour arriver à convenir ensemble, c'est-à-dire non pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres, d'où l'expression de destin commun d'un processus de sortie avec un avenir institutionnel. Et c'est pour les éclairer sur ce que pouvait être un avenir institutionnel de cette Nouvelle-Calédonie si particulière que avec Ferdinand Mélin-Soukramanien, nous avons été sollicités par François Fillon, à la demande d'ailleurs des partis de Nouvelle-Calédonie, et que nous avons travaillé jusqu'en 2014 pour présenter 4 perspectives possibles de sortie de l'accord de Nouméa à l'horizon de 20 ans de l'époque, c'est-à-dire 2018, 1990. Absolument. 2018. Alors on se retrouve en 2024 avec une situation qui rappelle malheureusement, tragiquement, les événements de 1980. La question, bien sûr, c'est cette volonté d'élargir le corps électoral sans accord préalable, finalement, le gel du vote. C'était forcément voué à l'échec, disent certains spécialistes, et c'est ce qui allait déterrer l'âge de guerre. On a l'impression que dans le processus actuel, le premier point de dire sur le passé colonial est un peu évacué. Et puis, vous le rappeliez, la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire faiblement peuplé, avec de grosses disparités de revenus et des inégalités flagrantes. Oui, je crois que les événements actuels le montrent. Il y a, bien sûr, le contexte politique propre à la Nouvelle-Calédonie. Quel va être son avenir institutionnel? Est-ce qu'il y aura vraiment un destin commun? Et puis, il y a aussi
un aspect social. Semble-t-il, enfin, tel qu'on peut le percevoir depuis la métropole, on voit qu'il y a un aspect pauvreté, enfin, les pillages rappellent dans d'autres pays, dans d'autres circonstances. Donc, il y a eu, fort heureusement, 35 années de paix, mais on n'a pas pu tout solder et peut-être a-t-on eu tort. Je ne sais pas, hein, c'est l'analyse que j'ai tendance à faire ici, de mettre en avant le seul aspect du dégel, plus exactement, du corps électoral. Alors, c'est vrai que en Nouvelle-Calédonie, pour voter aux élections provinciales, qui ont l'essentiel du pouvoir, hein, il ne faut pas oublier que les élections provinciales, c'est les élections des assemblées de province et les élections du Congrès de Nouvelle-Calédonie, et que ce Congrès de Nouvelle-Calédonie a un pouvoir législatif. En Calédonie, on vote une loi qui peut être différente de la loi applicable ailleurs dans la République. Les indépendantistes ont obtenu en 2007 une réforme constitutionnelle qui gèle le corps électoral. Nous avions dit que cela pouvait être admissible pendant une période transitoire, qui donc se terminait normalement au bout de 20 ans, en 2018, mettons 2020, mais que ce n'était pas tenable sur une période plus longue. Le gel du corps électoral, je le rappelle, ça veut dire que ceux qui sont nés ou qui sont citoyens de Nouvelle-Calédonie depuis 1988 peuvent voter, que ceux qui le sont devenus entre 1988 et 1998 peuvent voter au provincial, mais que tous les autres, ceux qui sont arrivés après, ne peuvent pas voter. C'est donc quelque chose qui porte une atteinte directe, franche et massive au principe d'universalité du vote. Ça ne peut pas tenir sur une longue période. Ouais. Donc je crois qu'en réalité, tout le monde en est conscient et tout le monde en est d'accord. Mais c'est tellement important pour les indépendantistes que l'acceptation nécessite aussi qu'il y ait quelque sorte des contreparties, un équilibre entre le dégel du corps électoral inéluctable et puis une avancée sur l'avenir institutionnel. Justement, quelles étaient les 4 pistes, je crois qu'il y en avait 4, sur le futur constitutionnel de la Nouvelle-Calédonie, de l'indépendance à la consolidation d'un statut transitoire. Aujourd'hui, on se dirige vers quoi en réalité sur la Nouvelle-Calédonie ? Alors, je peux répondre assez clairement sur la première question. Les 4 pistes, vers quoi on se dirige ? Là, je serais un peu plus hésitant, un peu plus prudent. D'abord, les 4 pistes. Les 4 pistes. N'oublions pas que notre mission a été, donc je l'ai indiqué, initiée par les parties elles-mêmes. Donc nous avons travaillé sur 2 types de scénarios, les scénarios d'autonomie et des scénarios d'indépendance. En ce qui concerne les scénarios d'autonomie, nous en avons étudié 2. La consolidation, la pérennisation du statut qui est transitoire actuellement. Donc du statut transitoire actuel, on ne change en gros pas grand-chose ou presque rien, mais on le pérennise. Une autonomie que nous avons qualifiée de aux confins de l'autonomie. Tout ce qu'on peut faire en termes d'autonomie, tout en restant dans le cadre juridique de la République française. Bon, ça, ce sont des 2 pistes d'autonomie. Et puis les 2 pistes d'indépendance, nous avons étudié l'indépendance, appelée l'indépendance pure et simple, celle qui a été accordée au peuple d'Afrique en 1960 et plus récemment aux Comores, à Djibouti ou aux Nouvelles-Hébrides. Bon. Et puis une autre piste qui nous a paru plus intéressante, sur laquelle on a pas mal travaillé parce que ça suscitait des réactions d'attente sur le COPSA, d'une indépendance que nous n'avons pas appelée association parce que ce mot dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie a un petit peu été critiqué, on peut y revenir, mais que nous avons pas appelé indépendance partenariat, c'est-à-dire que le petit État, la Nouvelle-Calédonie, c'est 200-300 000 habitants, c'est un tout petit État, vit en fait en osmose, tout en étant indépendant, c'est-à-dire son drapeau, il a ses documents, son passeport, son hymne, etc., et son siège à l'ONU, donc vraie indépendance, mais en même temps, il a des liens très forts avec un pays plus grand. Alors là, nous avons des exemples en Europe, nous avons des exemples en Océanie. En Océanie, les îles Marshall ou la Fédération de Micronésie
sont des États dont on ne parle pas beaucoup, mais qui ont un statut de partenariat avec les États-Unis d'Amérique. Oui. Les îles Cook avec la Nouvelle-Zélande. Et en Europe, on peut citer le Liechtenstein et surtout Monaco. Monaco est un État indépendant. Il a son siège à l'ONU, vous avez passeport monégasque, tous les attributs de l'indépendance. Mais les liens avec la France sont extrêmement forts. Certains des fonctionnaires ou magistrats de Monaco sont français, en vertu des accords. Les monégasques peuvent entrer dans la... Voilà. Ce sont des liens très très forts. Est-ce qu'il y a eu justement un déni de ce rapport? Est-ce que ce rapport a été lu finalement? Pourquoi on en arrive là avec cette volonté d'accélérer un processus sans respecter finalement les partis en présence, notamment les indépendantistes? Alors on peut avoir plusieurs aspects de la réponse. D'abord, en dépit de professions de destin commun, il y a une grande méfiance disons des partenaires adversaires, adversaires partenaires. Grande méfiance. C'est-à-dire si l'un fait un pas, est-ce qu'on ne va pas l'exploiter? Donc la perspective d'indépendance partenariat, par exemple, a, me semble-t-il, été favorablement recueillie par une partie des indépendants, mais une partie seulement. Les non-indépendantistes sont plutôt sur une ligne d'autonomie renforcée. Mais il n'y a pas eu de... Les choses se sont bloquées aux alentours des années 2015-2016. Et puis, on est arrivé à ces référendums. Alors, il y en a eu 2 qui ont été de vrais référendums, je dirais, à la fois sur le plan juridique et sur le plan politique. Tous les 3 ont été de vrais référendums sur le plan juridique, mais il y en a 2 seulement qui ont été de vrais référendums sur le plan politique. Et on a voulu faire un 3e référendum qui a été boycotté, donc juridiquement il est inattaquable, mais politiquement il est un peu manqué. Oui, pas vraiment la même validité que les 2 autres. C'est ça. Ne serait-ce que par la participation. Les 2 premiers référendums, ce sont de très grosses participations, plus de 80%, le dernier évidemment 40, je sais pas combien, moins de 50 en tout cas. Mais là on voit une réponse de la part de l'État purement répressive, avec l'envoi massif de moyens de policiers, avec la violence qui continue, le problème de ravitaillement. Quelle serait l'hypothèse la plus favorable de sortie de crise? Je crois que alors la réponse ordre public, état d'urgence, est nécessaire. On peut commencer par cela. Mais elle est insuffisante à elle seule. Elle ne peut pas ramener le dialogue. Il faut donc que le dialogue reprenne. Alors comment le dialogue peut-il reprendre? Je crois que à peu près tous les observateurs sont d'accord pour dire que depuis 40 ans à peu près, l'État, c'est le Premier ministre qui a le dossier. C'est autour du Premier ministre que les choses se passent et qui est le garant de l'impartialité de l'État. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort en Nouvelle-Calédonie, que les gens reprennent. Il faut que l'État soit impartial. Et il a pu donner ces derniers temps l'impression qu'il ne l'était pas. Moi, je reprends par exemple un excellent article qui est paru dans la presse en octobre 2022, donc il y a un certain temps, voilà, de Philippe Basse, qui était l'ancien président de la commission des lois du Sénat, de Monsieur Buffet, qui est l'actuel président de la commission des lois, Monsieur Marseille, qui est un sénateur, et Jean-Pierre Sueur, qui était aussi un sénateur, qui est un sénateur. Bon, ces gens-là, qui ont effectué une mission d'information en Nouvelle-Calédonie, à leur retour, on dit il faut que l'État reprenne le dossier et surtout fasse attention à ne pas donner l'impression qu'il n'est pas impartial. Et il faisait allusion, bien sûr, à la présence au gouvernement de Madame Backès, qui était à la fois ministre à l'époque, en 2022, et chef de file des non-indépendants. Non-indépendantistes comme indépendantistes. Bon, là, il faut revenir à une neutralité de l'État.
en soignant l'apparence, parce que l'apparence a son importance, et il faut revenir au dialogue. Mais il y a aussi le problème, vous l'avez souligné, le fait que ce dossier dépendait de Matignon et aujourd'hui les Outre-mer dépendent du ministère de l'Intérieur. On a l'impression aussi que ce n'est pas traité en haut lieu. Donc il y a ce problème d'interlocuteur qui se pose. Gérald Darmanin a été critiqué depuis de nombreux mois comme n'étant pas l'interlocuteur voulu par les différentes parties en présence. On va devoir malheureusement mettre un terme à cet entretien puisque nous n'avons que quelques minutes et il y aurait beaucoup de choses encore à dire, Jean Courtial, sur la Nouvelle-Calédonie. Je vous invite à lire le rapport qui a été remis par vous avec la mission de réflexion sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie en 2014 pour comprendre les enjeux actuels et comprendre aussi quelles sont les pistes évoquées pour l'avenir constitutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup, Jean Courtial. Merci. Au revoir. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve.